2024. L'Agence spatiale européenne lance Plato, un programme pour repérer des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes en dehors de notre système solaire. 2050, la Terre est en proie à la surpopulation, à la pollution, au manque d'eau et aux guerres. Super! Les États se disputent de maigres ressources. Côté science, on essaye des greffes bioniques sur des blessés de guerre et on repère enfin une exoplanète habitable. 2420, les premières colonisations spatiales. Et en 2016, on retrouve dans la zone 51 une capsule étrange, construite dans un matériau inconnu. À l'intérieur se trouvait le manuscrit le plus mystérieux qu'on ait jamais découvert. Certains pensent que ce manuscrit est l'œuvre d'un fou. D'autres croient au contraire qu'on nous l'a envoyé du futur pour nous mettre en garde. Voici un extrait de ce manuscrit. Je vis sur l'exotère originel. J'appartiens aux premières générations de colons terriens. Je n'ai pas de nom, mais un numéro de série que je vous épargnerai. Je suis potentialisé à plus de 75%, c'est-à-dire que mes jambes, mes bras et une partie de mon crâne ont été mécanisés. La société dans laquelle je vis est très hiérarchisée. Plus vous montez sur l'échelle du pouvoir, et plus vous devenez une machine. Les entités gouvernementales sont dirigées par des potentialisés 100%. Des machines humaines, dont le cerveau baigne dans un bocal rempli de formol, sorte de relique souvenir d'un état humain trépassé. Ces gars-là sont sénateurs ou congressistes. Parlons de moi, à nouveau. Mon cerveau est équipé du Wi-Fi interplanétaire et d'une carte mémoire dont la capacité de stockage dépasse bien sûr votre entendement. Nos corps mécanisés consomment beaucoup d'énergie, surtout les potentialisés 100%, dont l'immortalité coûte cher. L'immortalisation des individus rend la reproduction inutile, ou presque. La reproduction se fait d'ailleurs in vitro, la sexualité ayant été interdite. Mais de toute manière, la mécanisation a inhibé tous nos désirs sexuels. En plus, à partir de 75% de potentialisation, vous pouvez bénéficier de l'immunité hormonale, c'est-à-dire que vous ne ressentez plus aucun désir sexuel. Bien, dans 10 jours, je pars pour EXO-24. Ma mission consistera à cartographier les cours d'eau pour l'implantation de centrales hydrauliques et je prendrai éventuellement contact avec les populations locales. J'ai lu le rapport de l'ACI sur EXO-24. Présence d'eau confirmée. Selon le satellite Hubble, il y aurait de puissants fleuves. Je pars avec un apprenti dont je suis le mentor, un potentialisé 65%. Si je suis satisfait de lui, je vanterai ses mérites, si bien que l'agence pourrait lui financer une greffe de cœur artificielle. Le jour du départ, je chargerai 5 malles de vivres pour le cerveau et les quelques organes humains qu'il me reste. Le temps de trajet est estimé à 2 jours. Nous partons, enfin. J'espère trouver des autochtones. J'ai fait une mise à jour sur les connaissances des civilisations éteintes. Alors j'ai arbitrairement classé la documentation en 3 catégories. Civilisation de primates et d'hominidés, civilisation d'araignées et de fourmis, et bien sûr les civilisations reptiliennes. J'ai évalué à plus de 65% la possibilité d'entrer en contact avec une civilisation humaine. Bien, pour terminer, le compte-rendu de la mission. La mission a très mal tourné. Dès notre arrivée, nous sommes allés cartographier le relief. Tout allait assez bien, mais mon détecteur de chaleur a détecté une présence après 9 km de marche. Un groupe d'hominidés nous a suivis pour finalement nous faire prisonniers. J'ai tenté de parler au chef, mais leur langage était fort complexe. Mon apprenti, lui, semblait plus préoccupé par la plus jeune femme du clan. Il n'avait Dieu que pour elle, ce qui ne semblait d'ailleurs pas réciproque. Le regard de la jeune femme trahissait même sa répugnance pour nos corps mécanisés, robotisés. Mon apprenti m'a avoué avoir été foudroyé du regard. Autrement dit, il en est tombé amoureux, ce qui m'a d'abord surpris, puis m'a laissé insensible pour des raisons que j'ai déjà évoquées auparavant. Je pensais que c'était le simple effet de l'exotisme et que cette humeur était passagère. Mais pas du tout, parce que quand j'ai exposé mon plan pour nous enfuir, l'apprenti a pris la mine grave. J'ai dû donc partir seul à la tombée de la nuit. Et ça a pris carrément une sale tournure quand j'ai dû me débarrasser de 2 autochtones qui montaient la garde devant notre navette spatiale. Le bruit des corps à corps a attiré l'attention des autres et j'ai dû décoller en vitesse. Dans 3 jours, je reviendrai avec des renforts. D'ici là, j'espère qu'ils n'auront pas tué mon apprenti. Et puis, qui sait, peut-être trouveront-ils en lui une trace d'humanité derrière sa carcasse de fil et d'acier. Qui sait?
La vieille Marta Jiménez s'était pendue dans sa cellule. Les gardes restaient immobiles derrière sa grille, tandis qu'un voile macabre enveloppait un mobilier rudimentaire. Un lit, un WC, une table et une chaise. Tout commença 2 mois plus tôt. La vieille dame regardait un documentaire sur le parc naturel de Doñana quand elle s'emporta. C'est pas en ouvrant des parcs qu'on sauvera de cette planète. Et sur ces quelques mots d'indignation, elle éteignit la télé. Martha était préoccupée par la déforestation et l'effet de serre partout dans le monde. Mais elle était alors loin de se douter que, pour une fois dans sa vie, elle n'allait pas se contenter de déplorer une situation préoccupante, sinon qu'elle serait à l'origine d'un acte militant et fondateur d'un nouvel âge. Énervée, elle sortit promener son chien, Chulo, dans la carrière qui faisait face à son appartement, et dont le sol bétonné était transpercé par les mauvaises herbes et les hautes tiges. L'orage été de la veille, un 15 août, avait fragilisé les immenses parois de sable et de pierre calcaire. Son chien sentait le danger. Il fixait à un point de la paroi en grognant. Martha leva les yeux dans cette direction, et il y eut un éboulement de terrain. La coulée arriva jusqu'à ses pieds, et la simple idée de mourir la fit plus frissonner que l'éboulement en soi, qui n'avait duré que quelques secondes. Chulo se tut d'un coup et courut vers le sommet de la montagne debout. Chulo, reviens Chulo. Mais le chien ne revenait point. Elle s'engagea dans l'ascension, enfonçant ses vieilles chaussures dans le terreau visqueux. Arrivée en haut, elle s'assit pour reprendre son souffle et vit son chien creuser la terre avec acharnement. Elle le rejoignit et l'aida à déterrer un petit coffre orné de fer et de laiton. Son voisin Diego avait entendu l'éboulement et l'observait aux jumelles depuis son balcon. Il la vit revenir avec le coffre, son chien lui tournant autour en bondissant. Intrigué par l'objet, Diego sortit sur son palier et l'attendit. Il l'interpella dans la cage d'escalier. Señora Jiménez, vous allez bien? J'ai entendu l'éboulement et... Quand ma santé vous préoccupe-t-elle, monsieur le Couras? L'homme ne sut quoi répondre, mais se sachant démasqué, il en vint à la question qui le préoccupait vraiment. Qu'avez-vous donc trouvé, Señora le Couras, dans la carrière là-bas? Ça ne vous regarde point, si vous permettez. Elle passa devant lui et monta à l'étage où elle vivait. Diego resta seul sur le seuil de la porte, les mains sur les hanches, à contenir sa frustration et son désagrément. Vous me donnerez une explication tout tard, madame. Mais Marta Jiménez claqua sa porte et il ne termina pas sa phrase. Le coffre était posé sur la table du salon. Martha était assise en face. Chulo était sur ses genoux, reniflait l'objet, jetait des regards interrogateurs à sa maîtresse. Rien ni personne ne bougeait, à part le pendule et son régulier tic-tac. Le coffre ne présentait aucune serrure apparente. Des reliefs sculptés représentaient des conquistadors, à pied ou dans des pirogues. Des Indiens semblaient les accompagner et leur tracer une route, tantôt dans la jungle, tantôt sur un large fleuve. Une inscription avait été gravée à même le coffre. Nacidos de una semilla, vivían para sembrar. Ce qui veut dire, à peu près textuellement, nés d'une graine, ils vécurent pour semer. Mystère. Martha observa les représentations et, ne sachant comment l'ouvrir sans forcer, alla chercher un chalumeau et des outils. Elle revint avec les outils, alla sur son balcon et commença à chauffer le métal. Il y eut un clic et le couvercle s'entr'ouvrit, faisant sursauter Martha et Chulo. À l'intérieur, il y avait un rouleau de papier et 10 petits cailloux. Elle alla dans le salon avec le coffre et resta de longues minutes à méditer. Chulo lui-même ne bougeait plus et elle se résolut à déplier soigneusement le rouleau jauni. Un texte était écrit dans ce qui semblait être du vieux castillan. Martha ne comprit rien aux lettres allongées et presque illisibles qui noircissaient le parchemin. Elle ne reconnut qu'une signature en bas de page. Geronimo Levrero. Et une date. 28 août 1536. Elle mit le texte dans une pochette transparente et prit l'un des petits cailloux dans sa paume. Chulo renifla, puis s'en alla, indifférent. Malgré son âge avancé, Martha avait un ordinateur et savait bien s'en servir. Elle chercha donc un site où apprendre le vieux castillan, et un mot après l'autre, elle parvint, au prix de grands efforts, à décrypter l'essentiel de la lettre. Lettre que nous allons vous lire. À toi, inconnu. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as trouvé la combinaison pour ouvrir le coffre ou que tu en as forcé l'ouverture. Voilà 10 jours que je suis revenu des Amériques. Je ne pense qu'à repartir, mais la maladie m'oblige à rester alité presque tout le jour. Commençons par dire que le royaume que j'ai servi grandit grâce au commerce d'épices. Un sac de poivre valait hier plus que l'or des Incas et motivait la plupart de nos expéditions. Cher comme poivre, disons-nous. Et ce n'est que récemment qu'on s'est rué vers l'or et l'argent. Mais je n'ai que faire de ces richesses. Seule la légende de l'or vert m'intéressait. On racontait que des graines poussaient bien plus vite que les autres, le genre de graines qui suffit à reboiser le monde. J'appris d'abord leur existence d'Atahualpa, l'empereur inca assassiné. Plus tard, le père Andrea me fit remettre le journal d'Ambrosius et Inger,
né en 1500 et mort en 1533. Vous savez, l'Allemand qui découvrit le lac Maracaibo, fonda la ville du même nom et alla jusqu'en Colombie pour y mourir d'une flèche empoisonnée. Dans son journal, il fait mention de ces graines. Je ne savais pas à quoi elles ressemblaient. L'Allemand n'en faisait pas la description. Aucun croquis ne figurait dans son journal. Il parlait simplement des graines des Amazonas. Mais pour moi, ça justifiait largement une expédition à travers le Nouveau Monde. Appelons cet élan incontrôlable l'appât du grain. Au cours de ces expéditions, le navigateur allemand est entré en contact avec une tribu précolombienne, les Chibchas. Ces Indiens avaient pour coutume de jeter des objets en or dans le lac de Guatavita. Le chef de tribu se recouvrait de poudre d'or avant de s'y baigner. Pour ces Indiens, l'or n'était pourtant pas grand-chose comparé à ces graines du fond des âges. J'ai retrouvé cette tribu, et après bien des péripéties, le grand chef m'a conduit au volcan dormi, où j'ai rencontré l'homme-plante qui m'a remis les graines, tel que le veut la prophétie. J'ai jusque-là bien veillé sur ces graines, mais me voilà malade. J'ai fait le choix de n'en planter aucune. J'enterre simplement le coffre qui les protégera des affres du temps. Le monde n'en a pas encore besoin, et j'espère qu'il les trouvera en temps voulu. Martha reposa la lettre sur le bord de la table. Les graines s'étaient perdues, avant de reparaître 5 siècles plus tard. À l'intérieur du coffre, les cailloux n'avaient pas vieilli. Martha les observa davantage sans y voir de ressemblance avec des graines. Elle relut plusieurs fois la lettre, notamment la fin, où Geronimo Levrero exposait le procédé intrigant de germination de ces graines magiques. J'espère que ce début d'histoire vous a plu. Bon, on va arrêter avec cette voix dégueu. Je sais pas faire les vieilles. Ça, c'était un début d'histoire. Si vous voulez connaître la suite, je vous invite à aller en description. Vous trouverez un super lien renvoyant vers un super roman, plein de suspense, une intrigue à couper le souffle, avec un petit message philosophique à la clé. Voilà, et les amis, je vous remercie pour votre appui, votre support. Likez, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un génie, un savant. Le genre de gars qui participe au bien de l'humanité, fût-il incompris, rejeté ou condamné. Comprenez, tous ces génies m'ont inspiré, à l'exception d'un fait qu'ils partagent tous. Ils sont tous morts avant d'avoir vu le réel fruit de leur contribution. J'ai donc voué ma vie à rechercher l'élixir de jouvence, car je voulais retarder ma mort autant que possible et voir le monde de demain, le monde du futur, celui que j'avais imaginé. Oh, c'est ce que j'ai fait. J'ai construit un bunker à 10 mètres sous terre, quelque part dans un bled paumé, à l'autre bout de la terre. Une seringue inoxydable m'alimente en nutriments, tandis qu'une autre répand l'élixir dans mes veines. Mon lit mécanique vibre de façon imperceptible pour bouger mes membres engourdis, sans toutefois me réveiller. J'ai programmé un sommeil de 100 ans. Et un siècle plus tard, je me suis réveillé, à peine aminci, ma barbe tombant au sol en cercle concentrique. Bienvenue dans le futur, professeur Damin, me dit alors mon robot d'infirmerie. Je ne pus répondre tout de suite car ma mâchoire était paralysée par les affres du temps. Mais qu'importe, je n'avais pas quitté Morphée pour parler au monde. Je n'étais là qu'en simple spectateur. Une lumière tamisée s'intensifiait avec une lenteur extrême, jusqu'à ce que mes yeux retrouvent la vue. J'avais hâte de remonter à la surface, pour voir l'ordre établi, pour voir à quoi ressemblait ce monde de demain. Je montai donc l'échelle qui devait me mener à la surface du nouveau monde, et quelle ne fut pas ma surprise en constatant qu'il était impossible d'ouvrir la porte, du moins à main nue. J'ai tout de suite pensé qu'on avait construit au-dessus de ma tête un bâtiment. Mais je me suis pas endormi sans temps pour rester prisonnier 6 ou 7 pieds sous terre. Je suis donc passé par le conduit d'aération qui remontait à la surface 2 ou 3 kilomètres plus loin, plus précisément près d'un lac en bordure d'une forêt. Mais tandis que je progressais dans le conduit, je sentis l'air se réchauffer, à tel point qu'il devint irrespirable sur les derniers mètres. J'en déduisis que la forêt autrefois fraîche et luxuriante n'était plus. Mais je voulais en avoir le corps net, et puis je voulais savoir ce qui bloquait la sortie de mon bunker. Ce fut comme un enfer dans un four. Oui, c'est une expression inventée. L'air était intenable, et je ne vis rien d'autre à l'horizon que des dunes de sable ardent. Dans la chaleur écrasante, je crus distinguer néanmoins une masse blanche, posée juste au-dessus de mon bunker. C'était un édifice rectangulaire, de toute évidence l'œuvre de l'homme. De retour au bunker, la curiosité m'obligea à forcer l'entrée, pour voir cette nouvelle humanité à l'œuvre.
À l'aide d'une perceuse, je fis un trou dans le béton, je redescendis dans mon bureau et construisis un périscope archaïque avec le matériel que je trouvais et le miroir du vanité de mon ex. D'un œil, je vis des lumières rouges et bleues fendre une salle obscure et haute de plafond. Les gens semblaient petits et bossus. Ils étaient vêtus très simplement et semblaient assez sales. Certains étaient torse nu. Je ne pus rien voir de plus. À vrai dire, j'en avais assez vu. 100 ans après m'être endormi, je constatais avec amertume que le mode de vie de ces hommes avait plus à voir avec celui de la taupe qu'avec les hommes d'autrefois. Le réchauffement climatique avait eu raison de nos propres ardeurs, celles qui nous poussaient jadis sur la pente du progrès. Ah, le progrès, ouais, le progrès. On est con avec le progrès. Je m'en suis donc retourné terminer mes jours dans mon bunker, un appartement frais, isolé, un luxe pour l'époque. Bien, j'espère que cette histoire vous a plu, il y en aura bien d'autres, j'en prépare des bonnes, des vertes et des pas mûres. Pardon. Si vous voulez me rendre l'appareil, il vous suffit de partager cette vidéo sur votre Facebook ou sur un réseau social. Voilà, pour faire découvrir cette chaîne que j'espère insolite et originale. Voilà, je vous fais beaucoup de bisous, au revoir.